Bien, bonjour à tous. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire du projet national Dolmen. C'est notre première présentation de ce programme de recherche qui se fait dans des situations de visioconférence exclusivement. Et je vous remercie tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Donc, je me présente, Claude Rospard, je suis la directrice scientifique de l'Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil. C'est l'institut que vous ne connaissez peut-être pas dans votre domaine, mais qui gère les projets nationaux. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter ce programme qui est déjà très avancé et très mûr et que nous allons démarrer. Et nous avons plusieurs témoignages, donc nous sommes assez nombreux autour de la table pour vous présenter ce programme. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Vous aurez des représentants de collectivités, des représentants de gestionnaires aussi qui ont des problématiques de maçonnerie, et puis les chercheurs qui ont été mobilisés sur ce montage et qui viendront vous présenter le programme de recherche. Voilà, ben, écoutez, je laisse la parole aux principaux acteurs. Et je remercie Indura pour l'accueil, pardon James de t'avoir oublié, qui nous accueille pour ce premier webinaire. Merci Claude. Donc, bonjour à tous. Donc, James Gilbert du cluster Endura. Je suis chargé de mission innovation au sein du cluster, qui est un cluster dédié à l'innovation dans le monde des travaux publics, basé en région Auvergne-Rhône-Alpes et impliqué sur ce projet PN Dolmen. Donc, je vais rapidement présenter le déroulement de la matinée. Donc, on est ensemble pour 1h30 ce matin jusqu'à 12h30. Avec donc plusieurs choses à faire et une présentation du contexte et des enjeux techniques, une présentation du programme de recherche qui est prévu, suivi d'un temps d'échange relativement long, c'est volontaire, mais on va avoir le temps d'échanger avec vous. Et ensuite, on présentera plus en détail le dispositif lui-même, projet national, également suivi d'un temps d'échange et de discussion. Avant une conclusion. Bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, donc Gérard Viossange, dernièrement libéré de mes fonctions. J'étais ingénieur dans des services de l'État et en collectivité. Donc, en 40 ans d'activité, j'ai contribué à la construction de nombreux ouvrages d'art et de grands viaducs, mais aussi à la réparation du patrimoine ancien, notamment les nombreux ouvrages en maçonnerie. On m'a demandé de rejoindre ce comité de recherche Dolmen pour porter un message et fédérer les acteurs. Je vous remercie donc de prendre quelques instants pour discuter de cet ambitieux programme de recherche Dolmen au travers d'échanges sur le sujet avec ces deux webinaires complémentaires. Faire décoller un dolmen n'est pas une évidence, mais au contraire, une idée rattachée à des besoins très concrets que la communauté des ingénieurs contemporains, en charge de gérer des patrimoines, a mis en évidence avec l'appui de chercheurs motivés. Collectivités, État, RATP, SNCF, autant de gestionnaires qui ont dans leur patrimoine d'innombrables ouvrages en maçonnerie, issus des politiques d'aménagement des territoires entre le XVIe et le XIXe siècle. Le cadre est posé. Les collectivités, 280 000 ponts, 60% sont en maçonnerie, ce qui représente déjà 180 000 ouvrages d'art, des centaines de milliers de murs, des nombreux tunnels, des canaux, des digues, des structures enterrées. On n'arrivera pas à en faire le tour. L'État, encore 16 000 ponts, dont 40% en maçonnerie, ce qui représente un patrimoine de 6 400 murs, et de nombreux murs, environ 5 000. La RATP, 200 km de tunnels en maçonnerie, de nombreux murs. La SNCF, 42 000 ponts, dont 41% sont en maçonnerie, 18 000 ponts en maçonnerie, 1 500 murs. Le patrimoine est considérable. Les ouvrages en maçonnerie constituent encore aujourd'hui la majorité des ouvrages d'art que nous devons collectivement gérer, qui vieillissent naturellement malgré leur robustesse. Je développerai avec vous 5 thèmes qui justifient notre engagement collectif. Premièrement, savons-nous aujourd'hui nous adapter à ce matériau? Pas toujours. Nous avons un déficit de formation depuis des décennies sur ce matériau. Et l'évolution du mode de l'emploi n'a pas permis de faire chevaucher les cultures techniques pour que les jeunes ingénieurs s'approprient les données expérimentées des anciens, puis se mettent en position ensuite à leur tour de les transmettre en les modernisant. C'est une chaîne rompue
il manque une génération. Mais certains ont déjà compris que le numérique n'est qu'un outil et que ces résultats doivent être confrontés à une réalité observée sur le terrain. Il faudra donc remettre la formation en accompagnement de ce programme de recherche, en s'inspirant aussi de ce qui se fait chez nos collègues européens et pourquoi pas en Inde ou en Chine où ce matériau est encore très employé. La deuxième idée, c'est que quand même, c'est un enjeu public de recherche. Que nous soyons gestionnaires de patrimoine, bureaux d'études, entreprises en phase exé, il est difficile de déclarer que des ouvrages en maçonnerie sont obsolètes par la simple utilisation des outils actuels avec des hypothèses simplistes ou trop complexes à compiler. Un bureau d'études n'a pas pour mission de gérer un patrimoine et de se soucier des conséquences de ses études sur un territoire. Il va privilégier une approche juridique pour se protéger avec des outils parfois mal adaptés dont il dispose. C'est normal et logique. Mais d'autre part, des maîtres d'ouvrage et leurs services ont perçu depuis longtemps la limite de ces exercices, en sachant que les conclusions ne sont pas toujours validées par les observations sur le terrain, et comprenant aussi l'incapacité financière collective à reconstruire ces patrimoines. Combien de murs ont été annoncés obsolètes alors qu'ils sont en place depuis 200 ans? Bien sûr, cela pose le troisième point, la sécurité des ouvrages anciens. Faut-il accepter le principe que cette sécurité d'ouvrages anciens n'est pas la même que celle intégrée dans les ouvrages neufs par les Eurocodes? Ben oui, pour autant, est-ce grave? Pas forcément, si nous savons les observer et nous adapter à leur comportement spécifique qui n'a rien à voir avec le béton. Leur souplesse, leur déformation, leur robustesse, leur résilience sont autant de données qui doivent être intégrées dans leur approche technique au travers des politiques de gestion et des études. Certes, ils demandent plus d'attention dans leur maintenance, il faut aussi que les maîtres d'ouvrage l'intègrent. Le quatrième point, c'est bien sûr de retrouver un langage commun contemporain. Comment pouvons-nous expliquer à une jeune génération d'ingénieurs en charge d'intervenir sur ces patrimoines en maçonnerie anciens que leurs outils de référence sont pour les murs des abacs du ministère de l'Intérieur de 1947 ou le programme Mur 73, ou alors un autre outil merveilleux qui a été développé en 1982, le programme Voûte, pour des cas simples, mais qui fonctionne sous DOS. Il existe des outils bien plus élaborés, basés sur des éléments finis et discrets, mais leur usage ne peut être généralisé sur des centaines de milliers de ponts et de murs, plutôt réservé à des cas complexes. Donc, à part adorer les outils de collection, qui étaient cependant un bel acquis, force est de reconnaître aujourd'hui que ces outils ne correspondent plus aux standards, ils ont l'âge de mes cheveux blancs. Enfin, le cinquième point, c'est une équipe de recherche motivée et pluridisciplinaire. Ce programme de recherche est de portée nationale. Il va être fédéré avec l'implication de chercheurs d'horizons différents qui vont nous permettre d'exercer leur talent pour répondre aux objectifs ambitieux. Le tout sous un pilotage que je vous laisserai découvrir. Ce programme doit vous apporter des outils simples et abordables pour les cas courants, un référentiel complémentaire à ce qui existe, adapté au comportement du matériau, tout en préservant des développements plus précis sur des cas complexes. Ce programme ambitieux vient de bénéficier d'une reconnaissance de projet national, ce qui le conforte dans ses objectifs et contribue à son financement par l'État. Des collectivités, des bureaux d'études, des entreprises, des artisans se sont déjà portés volontaires pour en assurer le financement. C'est un important engagement collectif. Rejoignez-les pour contribuer à cette œuvre commune. Nous y avons tous un intérêt partagé. L'IREC sera chargé d'administrer vos collaborations. J'en rappelle l'enjeu. Proposer des outils adaptés et efficaces pour améliorer l'évaluation et la maintenance du patrimoine existant en toute sécurité et durabilité. Rétablir la maçonnerie dans le catalogue des techniques de construction contemporaines. Je vous propose d'ouvrir ce premier webinaire en donnant la parole à un élu départemental et un chef de service des ouvrages d'art qui vont s'exprimer sur ce sujet. Bonjour Monsieur Bladinière, vous êtes vice-président du département du Lot en charge des mobilités.
et vous avez la responsabilité de gérer un grand nombre d'ouvrages en maçonnerie. Quel est votre sentiment à ce sujet? Écoutez, déjà, nous disposons de plus de 1000 ouvrages d'art, d'innombrables murs, dont 70% sont en maçonnerie. Et donc, nous y consacrons un budget important et nous disposons donc d'une politique de gestion pour pouvoir donc anticiper sur d'éventuels problèmes. Mais la robustesse du patrimoine en maçonnerie ne le met pas à l'abri du vieillissement, mais nous n'avons pas les moyens de le renouveler. Par ailleurs, il contribue à l'identité des territoires et les citoyens y sont très attachés. Ces ouvrages en maçonnerie sont stratégiques. Il suffit de constater les conséquences économiques sur le territoire lorsque nous devons couper une route suite à une rupture ou pour des travaux de maintenance. Quel est leur niveau de sécurité? C'est un débat d'ingénieurs et de techniciens, mais c'est pour moi une priorité. Il n'est pas choquant d'admettre qu'un ouvrage ancien n'a pas le même coefficient de sécurité qu'un ouvrage neuf. Il sera financièrement impossible de reconstruire ce patrimoine en maçonnerie qui vieillit. Il faut être pragmatique. Un programme de recherche national va être lancé sur le matériau maçonnerie pour en améliorer le calcul. Souhaitez-vous y adhérer? Alors si la recherche peut apporter à mes services des outils modernes pour confirmer leur approche, ce serait une belle avancée technique. La recherche est toujours porteuse d'espoir et nous en avons besoin. Béatrice Molière, vous êtes chef de service des ouvrages d'art du département du Lot. Comment appréhendez-vous la sécurité des ouvrages en maçonnerie? Nous avons une politique de surveillance spécifique aux ouvrages en maçonnerie, issue d'une instruction technique nationale que nous avons dû adapter. Votre vice-président nous a parlé de la difficulté que vous avez à apprécier cette sécurité. C'est un sujet délicat que nous devons gérer dans le cadre de nos missions et nous savons que les signes annonciateurs de ruines sont très différents des autres matériaux. Les ouvrages ont été conçus à une époque où les coefficients de sécurité n'existaient pas. Néanmoins, leur âge et leur état aujourd'hui nous prouvent leur robustesse. Vous décidez sur un diagnostic et la simple observation de l'ouvrage? C'est tout le problème. Nos décisions ne sont pas toujours en phase avec les conclusions des bureaux d'études. Nous avons donc une approche plutôt empirique, basée sur l'observation de leur état et de leur comportement. On arrive souvent à déclarer l'obsolescence de ces ouvrages encore en place. Ce n'est pas notre conviction. Nous manquons vraiment d'outils modernes adaptés, notamment pour les murs en maçonnerie. Vous serez sans doute intéressé par le nouveau programme de recherche Dolmen. Nous espérons clairement que le projet Dolmen y répondra. Voilà donc avec cette petite vidéo des renseignements issus des territoires. Alors, n'hésitez pas à prolonger ce message dans vos propres réseaux et de rejoindre le programme de recherche Dolmen. Je merci surtout de votre implication à tous. Je transmets la parole donc à Monsieur Denis Garnier, chercheur et membre du comité. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai la charge aujourd'hui de vous présenter le programme et le cadre du projet de recherche qui a été fixé dans ce projet national. Alors, je me présente, je suis chercheur et enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées et une bonne partie de mes recherches sont consacrées justement à la maçonnerie. Et donc, j'ai été, comme le disait Gérard à l'instant, j'ai participé à la fabrication de ce projet. Alors, voilà, très bien, merci James. Donc, ce projet, il vise à quoi? Il a quels objectifs? Je dirais qu'il a deux grands objectifs. Il a évidemment de
progresser, de mieux connaître le comportement des structures en maçonnerie, même si on a déjà avancé dans ce domaine, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, ce n'est pas suffisant. Et Gérard, son introduction était clairement une demande, c'est de pouvoir transmettre, transférer les résultats qu'on aura mis, qui sont déjà connus et qu'on va mettre aussi en exergue dans ce projet, eh bien, on va pouvoir les transmettre à la profession. Alors pour ça, deux moyens. Un premier moyen, ce sera de fournir des outils à la profession pour pouvoir donc améliorer l'évaluation et la maintenance du patrimoine existant. Puisque toujours, hein, Gérard vous le disait, il y a énormément, ça représente une très grosse partie des ouvrages actuels, ce sont des ouvrages en maçonnerie. Donc, pouvoir construire des outils qui pourront aider les acteurs à décider pour l'entretien de ces ouvrages. Et puis, un second objectif, eh bien, c'est remettre la construction en maçonnerie au goût du jour, si je puis dire, et ça, donc, en la rétablissant dans le catalogue des techniques de construction. Les domaines d'application, alors attention, dans ce projet, le choix a été fait de ne s'intéresser qu'à des structures du génie civil, c'est-à-dire ponts, soutènements, tunnels, quais, digues, etc., d'accord, mais pas de construction dans le domaine du bâtiment. Et les matériaux, un choix a été fait aussi, c'est de ne s'intéresser qu'aux blocs de pierre ou de briques, pardon, et donc soit en construction sèche, c'est-à-dire sans liant, soit avec un liant. On continue, James. Voilà. Alors, donc ce projet existe maintenant, hein, il a été labellisé et c'est pourquoi on vous le présente aujourd'hui pour pouvoir démarrer. On est, comme le disait Anne-Sophie, on est dans les starting blocks et on veut maintenant démarrer et commencer à monter les projets dans le cadre de ce projet. Alors, ce projet est constitué de 7 axes, dont 5 qui sont consacrés à, disons, l'avancée de la recherche, et puis 2 axes transversaux. Je ne vous en dirai pas beaucoup aujourd'hui, ce sont des axes transversaux, ils vous seront plus présentés vendredi, dans 2 jours. Dans le second webinaire qui aura lieu. Ces axes transversaux, donc un axe est un axe qui est plutôt en amont et qui consistera à pouvoir fournir au projet des ouvrages de référence qui sont primordiaux dans l'avancée de nos travaux, et puis un axe en aval qui sera utilisé pour mettre en place ce que je vous disais sur le transparent précédent, c'est-à-dire le transfert des recherches vers la profession et donc la valorisation. Alors ces 5 axes, c'est un choix qui a été fait, hein. Donc le premier axe va s'intéresser aux matériaux constituant la maçonnerie, c'est-à-dire les blocs, les joints, etc., etc. Les 2 axes suivants s'intéresseront au calcul de structure. L'axe 2 étant s'intéressant aux structures existantes, pardon, l'axe 3 s'intéressant aux constructions neuves.
L'axe 4, lui, s'intéressera plus à la maîtrise des incertitudes. On va voir un petit peu ce que c'est, des incertitudes et des risques, c'est-à-dire tout ce que, tout ce qui peut arriver lors de l'existence de la structure. Et puis, un axe 5 important qui traitera de l'analyse du développement durable de ces structures maçonnées. Alors, l'axe 1, je vous disais, il est donc consacré aux matériaux. Alors, l'objectif, un des objectifs est de créer une base de données sur les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs de la maçonnerie. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de tout démarrer avec le projet national Dolmen, hein. Évidemment, il existe déjà beaucoup de données, mais pas forcément toutes regroupées, et puis encore d'ailleurs des données à définir. Et c'est ce qui fera le second objectif de cet axe, c'est de savoir comment, quelles sont les méthodes à mettre en place pour définir les données justement les caractéristiques de ces matériaux. Alors, plus précisément, plusieurs actions à l'intérieur de cet axe seront mises en place. La première est naturellement une synthèse bibliographique, puisque justement beaucoup de choses ont déjà été faites. Et puis ensuite, eh bien, on s'intéressera à la partie physico-chimique des matériaux constituant la structure maçonnée, les caractéristiques mécaniques dont on aura évidemment besoin pour calculer la structure, et puis donc la caractéristique mécanique des matériaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière des matériaux? Eh bien, il y a évidemment le bloc, mais il y a aussi le joint, et il n'y a pas que le joint, il y a aussi l'interface entre le joint et le bloc. Et puis, pour finir, la cinquième action de recherche dans cet axe s'intéressera à la caractérisation, alors cette fois-ci à une échelle un petit peu plus grande, c'est-à-dire le matériau composite lui-même fabriqué, constitué de plusieurs blocs et de joints. Le second axe, James, ouais. Le second axe, lui, je vous ai dit, hein, s'intéressera au calcul des structures, aux moyens qu'on va développer pour calculer les structures. Alors, donc l'objectif très clair sera de construire un logiciel ou des logiciels pour pouvoir transmettre justement les, les résultats de la recherche obtenue dans ce projet, pour la transmettre vers la profession. Un deuxième objectif, là, ne sera pas forcément, enfin, ne sera pas constitué d'un logiciel, mais sera d'essayer d'amener les résultats, d'amener des recommandations pour la construction de ces structures, et puis essayer aussi, puisque là on a train de parler de structures existantes, et bien d'essayer de retrouver, de mettre en place des solutions de réparation innovantes. Alors, cet axe sera constitué, comme les autres, de plusieurs actions. Je suis à James, ouais, voilà, très bien. Donc, les actions, alors, les trois premières actions décrivent les méthodes proposées pour mettre en place, pour faire du calcul de
c'est-à-dire basé sur l'année limite et calcul à rupture sur les traits. Bonjour à tous, Anne-Sophie Collat, je suis ingénieure-chercheur à l'Université Gustave Eiffel et je suis également partie du comité de montage du projet et je vais donc essayer de suppléer Denis sur cette présentation. Si Denis, tu récupères un peu plus de réseau, tu n'hésites pas à reprendre la main. Donc sur ce premier axe, les éléments proposés, donc les quatre premières actions de recherche sont relatives au type de méthode de calcul. Essayer non pas de développer de nouvelles méthodes de calcul, mais plutôt de peaufiner, d'améliorer les existants pour toujours dans l'optique d'assurer un transfert vers la profession, avec une particularité, à savoir le test de dimensionnement empirique pour la dernière méthode, à savoir essayer d'évaluer la sécurité qu'offraient les dimensionnements empiriques des murs et des ponts, enfin des voûtes et des ponts, vis-à-vis de tester avec des méthodes modernes. Le deuxième volet, deuxième lot d'actions, on va dire, porte sur l'expérimentation. De l'expérimentation, d'une part, sur maquette, avec des conditions contrôlées en laboratoire, maquette à différentes échelles, d'une échelle réduite à une échelle 1. Et puis confronter également les résultats des modèles avec de l'auscultation et de l'instrumentation. Ces deux volets étant complémentaires, puisque dans l'aspect expérimentation sur maquette, on a bien sûr l'avantage de pouvoir contrôler et les chargements et les matériaux qu'on introduit, et donc de pouvoir valider vraiment la pertinence des modèles. À côté de ça, bien sûr, ce n'est pas la réalité, donc voilà pourquoi est-ce qu'on complétera avec de l'exploitation d'instrumentation. Et puis le dernier point porte sur le dernier objectif finalement, la conception et le dimensionnement de solutions de réparation avec le test des solutions courantes, toujours à la lumière des modèles développés dans le cadre du projet, et puis la proposition, l'émergence, on espère également, de solutions innovantes. Dans le troisième axe de recherche, donc c'est un peu le pendant de l'axe 2 sur les constructions neuves cette fois-ci. Donc bien évidemment, on aura beaucoup de parallèles, beaucoup de communication entre ces deux axes. Le premier objectif, c'est de développer des outils métiers de la même façon que pour l'axe 2, des choses qui seront très proches, hein, qui s'appuieront sur les mêmes bases théoriques, et de favoriser également l'émergence de matériaux et de techniques innovantes, non plus dans la réparation cette fois-ci, mais pour la construction neuve. Donc, dans les actions proposées dans cet axe, on a d'une part l'identification des coefficients de sécurité, que ce soit au niveau du matériau, comme au niveau de la structure ou de la méthode en règle générale, pour proposer des coefficients qui nous assurent la stabilité et de la structure, quelles que soient les incertitudes qu'on peut avoir dessus, tout en garantissant quand même une optimisation finalement des ressources employées pour construire des ouvrages neufs. Et puis, la dernière action de recherche porte justement sur l'émergence. On espère pouvoir faire émerger des matériaux, des techniques innovantes pour la construction neuve. Le quatrième axe est lui-même en fort lien avec les axes 2 et 3, puisque finalement, quand on parle de calcul de structure, on a besoin bien évidemment des matériaux, ça c'est l'objet de l'axe 1, mais aussi des chargements, hein, et ce sera peut-être un petit peu plus l'objet de l'axe 4. Donc l'objectif, c'est d'intégrer les incertitudes, qu'elles soient en termes de géométrie, de chargement ou de matériaux, dans les modèles et les logiciels, et puis de s'intéresser en ce qui concerne les chargements plus particulièrement, aux chargements exceptionnels, aux sollicitations exceptionnelles, notamment dans un contexte d'évolution liée au changement climatique. Donc sur ces actions-là, on a deux actions qui sont liées au premier point, à savoir sur les incertitudes, peut-être introduire une part un petit peu de probabiliste ou à minima de sensibilité aux différents paramètres dans les modèles. Et le dernier point la dernière action de recherche porte bien sûr sur le deuxième objectif, à savoir introduire les aléas, plus particulièrement ceux qui sont liés aux ouvrages d'art en maçonnerie, à savoir la sismique, l'hydraulique, bien sûr, compte tenu des événements climatiques récents, on sait à quel point c'est important, le défaut de fondation ou les chocs dans les modèles comme dans les protocoles expérimentaux, pour pouvoir avoir des modèles et des logiciels les plus complets possibles. Le dernier volet est finalement en fort lien également avec les autres axes, même s'il fait appel à une discipline connexe.
c'est de pouvoir démontrer, ou en tout cas d'évaluer l'impact environnemental des constructions en maçonnerie sur le environnement économique et social des constructions en maçonnerie, mais également sa performance en termes de circularité, en termes d'économie circulaire, via 3 actions là encore. La première action est liée à la recherche de données environnementales, en tout cas essayer de trouver des données qui soient spécifiques à la construction en maçonnerie, puisque les données de génie civil sont plus générales, pas adaptées forcément au contexte français et pas adaptées forcément aux matériaux non industrialisés. Le deuxième volet porte sur les analyses de cycle de vie, faire des analyses de cycle de vie grâce aux ouvrages de référence, des analyses de cycle de vie les plus proches possibles de la réalité, ici les comparer avec des solutions connexes. Et puis le dernier volet porte sur les indicateurs de réemploi et de recyclage, notamment pour la pierre sèche en particulier, mais pour la maçonnerie en général, on a quand même des bonnes performances, des qualités à démontrer de la maçonnerie dans ce cadre-là. Et donc, il s'agit de donner des indicateurs chiffrés sur ces éléments. Donc voici pour les 5 actions de recherche au final. Donc de manière générale, vous pouvez participer au projet. Tous les partenaires qui participeront au projet pourront bénéficier du partage d'expérience, des échanges, de la validation du programme et des orientations stratégiques ou du budget, mais ça reviendra plus en détail sur la deuxième partie du webinaire sur ces éléments-là. En tout cas, auront accès à l'ensemble des résultats. Mais pour les partenaires qui souhaitent s'engager plus loin, donc ça c'est ouvert à tous les partenaires et c'est une action possible pour tous les partenaires. Mais pour ceux qui voudraient s'engager plus loin, il est possible également pour les maîtres d'ouvrage, des gestionnaires, de proposer des ouvrages de référence, des ouvrages démonstrateurs pour l'application des recherches, et plus particulier et pour la recherche et le développement, de proposer également de réaliser les actions de recherche que nous venons de présenter. Et là, on fait appel à vous, à votre volonté, à votre ambition de venir participer avec nous à la réalisation de ces actions de recherche. Nous attendons vos contributions, vos propositions, votre engagement sur ces projets. Merci beaucoup. Donc, je vous fais une présentation un peu rapide, mais vous avez déjà quelques questions sur le sujet. Donc, on est dans un contexte de dispositif vraiment particulier, qui est un dispositif de projet national. Personnellement, certains d'entre vous que j'ai reconnus dans la liste des participants me connaissent et savent que je trempe dans le projet national depuis une quinzaine d'années presque. Par contre, je suis maintenant donc directrice scientifique de l'IREX et je fais aussi évoluer, parce qu'on est dans une société qui évolue beaucoup, le modèle des dispositifs des projets nationaux, mais au niveau du principe, ça reste le même. Est-ce que tu peux passer à la diapo 2 ? Alors, déjà, un projet national, ce n'est pas un projet de recherche tout à fait habituel, c'est un projet qui est nécessairement collaboratif et multipartenaire. Et je dirais même au-delà, il doit impérativement regrouper l'ensemble des partenaires, qu'ils soient privés ou publics, de la filière pour fonctionner. Comme vous l'avez compris, l'un des objectifs de ce projet national Dolmen, c'est bien d'établir un peu des éléments de doctrine à partir de dossiers scientifiques fondés et puis de connaissances partagées. Donc, si on n'a pas si on ne vous a pas tous, en fait, eh bien, on ne pourra pas avoir cette mission de représenter la filière française sur cette question. Et donc, voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on exclut des projets de recherche plus spécifiques, plus amont, qui seront portés par quelques partenaires dans le cadre d'ANR, par exemple, qui viendront compléter le projet national. Et le projet national, lui, il a cette mobilisation-là. Donc, le sujet a été reconnu, il a été labellisé par le ministère de la Transition écologique. C'est bien qu'il est reconnu comme un sujet d'enjeu national, et c'est dans ce sens-là que l'on va travailler. Donc, l'objectif, c'est surtout donc, de développer la connaissance scientifique indispensable au développement de l'innovation, donc identifier et lever les verrous scientifiques. Et là, on compte sur les chercheurs du réseau du ministère, mais pas seulement, et on compte aussi sur tous les chercheurs, y compris les laboratoires universitaires qui sont pertinents sur le domaine. Le but, c'est d'animer et de coordonner ces projets autour des thèmes avec justement les laboratoires universitaires. Donc, il y a aussi des GIS qui existent sur la thématique de la maçonnerie ou des GDR. On doit arriver à fédérer l'ensemble de l'écosystème. On peut ajouter aussi des projets plus locaux.
Alors, soit des appels à projets régionaux, soit il va y avoir la sortie du PIA4 très prochainement. Donc, ce sera peut-être une occasion aussi d'avoir une déclinaison plus régionale de la problématique. Donc, tout ça vient s'agréger au niveau de la connaissance, et la connaissance, je dirais, générale et commune doit se retrouver au sein du projet national. Voilà. Donc, le but aussi, c'était le point 1 de l'introduction de M. Vieuxchange, c'est de faire monter en compétence des experts. Et là, on n'est même plus dans des experts académiques, parce qu'on a aussi des projets nationaux qui ont pour but de faire évoluer les eurocodes, par exemple, et d'avoir une véritable représentation nationale d'experts qui vont être missionnés sur les commissions européennes. Là, on est même vraiment faire monter en compétence des experts qui vont pouvoir former finalement les futurs ingénieurs de demain sur la question de la maçonnerie. Donc, on a les deux aspects. On va également jusqu'à faire des démonstrateurs, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler avec vous sur les territoires pour avoir des véritables démonstrateurs qui vont prouver les validités des techniques qu'on va mettre en place dans le cadre du PN. Voilà. Donc, on va de la recherche à l'application. Par contre, on s'arrête à ça. On s'arrête au niveau innovation et démonstrateur. On ne va pas jusqu'au déploiement d'innovation sur des solutions entreprises, par exemple, que vous pourrez ensuite déployer à partir de cette doctrine. Donc, c'est important parce que là, on est main dans la main avec le cluster Indura. Et le cluster Indura pourra aussi accompagner les entreprises adhérentes au niveau de son cluster à déployer aussi des solutions vraiment privées, enfin propriétaires, à partir de ce PM. James, je cherche le clic, mais en fait, ce n'est pas moi, ça ne peut être que toi. Donc, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas l'IREX, nous avons un joli petit site internet qui a pris feu avec OVH ce week-end, mais je crois que tout est à peu près rétabli, où vous trouverez de l'information sur les différents projets nationaux. Et pour tous les partenaires de nos PN, nous avons des actualités. Donc là, vous voyez la page actuelle, des actualités sur différents sujets et les différents porteurs, voilà, différentes productions qui sortent de nos projets nationaux en permanence. J'attire votre attention aussi au Hub InnovInfra, qui nous accueille aujourd'hui à travers Indura, qui regroupe plusieurs clusters régionaux, ce qui va nous permettre de démultiplier l'effort, puisque nous, l'IREX, on est au niveau national, et il y a une animation après régionale qui passe aussi par les clusters et que nous avons mobilisé dans le sigle du Hub InnovInfra, que je n'ai pas marqué là, mais voilà, qui est important à rappeler. James. Merci. Oui, voilà. Et vous trouverez aussi d'autres actualités, comme par exemple un futur webinaire que nous faisons aussi sur le problème des chaussées, ce qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est pour vous montrer le type d'animation qu'on peut réaliser dans le cadre du Hub InnovInfra avec nos partenaires. Voilà. Alors, sur quoi on travaille à l'IREX? On travaille sur tous les domaines qui demandent de la recherche appliquée dans le domaine du génie civil et des travaux publics. Donc, c'est un domaine un peu orphelin parce qu'il a toujours été. L'IREX existe depuis à peu près 31 ans maintenant. Et on a tout de suite senti qu'il y avait besoin de créer un lien entre la recherche amont et puis les besoins de la filière. Donc, on y travaille à partir de 4 thèmes qui sont les matériaux et procédés innovants, l'optimisation de la conception des procédés et des performances, la réduction des impacts énergétiques, environnementaux et sanitaires, et puis l'exploitation et la maintenance des infrastructures. Bien sûr, le sujet Dolmen va rentrer dans cette zone rouge, parce qu'on a une thématique de couleur qui existe maintenant depuis très longtemps. Alors, même si j'ai monté un programme de recherche pour la période 2020-2023 sur la transition numérique au service de la transition écologique, on gardera ce fameux code couleur pour bien identifier les sujets. Ce sont vraiment les sujets majeurs de la filière aujourd'hui. J'ai remis quelques noms de PN qui sont en fonctionnement, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'ils sont assez visibles dans leur périmètre, notamment Pascarb, qui travaille sur la recarbonatation des granulats de béton recyclés, pour lequel il y a eu quelques démonstrateurs sur des écoquartiers et sur lequel on va continuer de communiquer. On a aussi, par exemple, sur la zone rouge, le PNDVDC sur la durée de vie des chaussées, qui va encore durer une petite année et qui va probablement se prolonger parce que cette problématique de recyclage des enrobés bitumineux et de la durée de vie des chaussées est une véritable sujet.
Il y a aussi des termes comme intelligence artificielle et maintenance prédictive. On a participé avec le CEREMA à une étude prospective parce qu'évidemment, vous avez vu, il y a un appel à projet Pont Connecté. Certains déjà ont fait le rapprochement dans le cadre de Dolmen. Et oui, il faudra regarder avec le CEREMA comment on peut travailler pour essayer de mobiliser aussi des outils avancés sur ce sujet Dolmen. James, je te propose d'avancer. Voilà, bon, quelques chiffres. En gros, on a 295, c'est plutôt un peu plus. On est plutôt à un écosystème aujourd'hui de 400 partenaires. On a environ 4 millions d'études et de recherches par an qui sont redéployées sur une dizaine de projets actifs qui couvrent tous ces thèmes dont vous reconnaissez la couleur. La suite, James, s'il te plaît. Je crois que voilà. Alors, j'ai remis sur cette slide un peu chargé comment se constitue un projet pour vous expliquer un petit peu la démarche et où on en est. Alors, on est très avancé, on est au deuxième tiret rouge. Alors, vous ne voyez pas mon curseur, mais c'est tout en bas. Donc, au départ, il y a toujours une problématique qui est émise, soit par la filière, soit par les fédérations, soit par les chercheurs eux-mêmes. On a des cas très, très variés qui permet d'avoir une étape qui s'appelle une note d'opportunité qui, pour Dolmen, a été rédigée déjà il y a quelques années. Portée par Anne-Sophie Colas d'ailleurs, et qui a été accompagnée par la mobilisation aussi d'entreprises avec, tu n'en as pas parlé, mais le groupe de travail AFGC, je pense, a beaucoup aidé à faire ressortir un petit peu les points de recherche indispensables à mener dans le cadre de ce PM. Donc, suite à cette opportunité, la formation d'un premier comité de montage, et c'est celui qui se présente aujourd'hui devant vous, est fait. Et il a la lourde tâche d'arriver à rédiger l'étude de faisabilité qui comprend l'état de l'art et puis un programme de recherche déjà pas mal cadré et qui commence à travailler aussi sur les futurs partenariats, sur l'écosystème qui va travailler au sein du projet et qui montre la faisabilité vraiment de cette étude. Ça conduit à une présentation au ministère, au CODOR RAGC, qui, ce comité d'orientation du ministère, regroupe une trentaine de personnalités scientifiques, techniques et représentants des filières, des fédérations et des entreprises, et qui va donc considérer, suite à des rapports d'experts, la qualité du travail qui lui est présenté et donne un label, labellisation PN, qui a donc été obtenu pour Dolmen en décembre 2020. Alors, en général, suite à ça, youpi, on fait une belle conférence ou deux, on vous aurait rassemblé, on aurait débattu, on aurait avancé certainement plus vite et on est dans une situation particulière qui fait qu'on va construire via des webinaires avec vos retours, vraiment finaliser la construction de ce projet, former un comité de pilotage et l'objectif, c'est quand même de lancer rapidement maintenant ce projet. Donc, tout ce qu'on a pu oublier dedans, il y a forcément des choses, le remonter à Anne-Sophie ou à l'équipe à Denis Garnier, etc., qui travaillent sur ce programme de façon à les inclure et puis à ce qu'on puisse avoir un lancement efficace avant l'été. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant au-delà de compléter le descriptif du programme de recherche actuel à la marge, l'objectif, c'est aussi de monter un partenariat. Donc, le projet national, comme je vous ai dit, c'est très ouvert, c'est forcément multipartenarial et c'est forcément très large. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce travail dans une certaine sérénité. Donc, pour qu'il y ait ce travail en sérénité, au moment où le projet est lancé, il va être ouvert au partenariat. Donc, vous avez 6 mois à peu près pour réfléchir encore à si vous participez à l'aventure ou pas. Mais ensuite, on ferme ce partenariat. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'un maximum d'acteurs rejoignent le projet, mais qu'ensuite, ils puissent travailler sereinement. Et donc, pendant le temps de travail du projet, qui va durer au mieux 4 ans et peut-être un peu plus longtemps, les données du projet, les accès aux résultats, la discussion technique et scientifique, elle se fera qu'au sein des partenaires. Elle ne sortira pas, sauf évidemment pour les publications indispensables dans divers congrès qui seront soumises à approbation du comité de pilotage de projet. Pour le fonctionnement du projet, cette adhésion donc, des partenaires, elle va s'accompagner d'un appel à cotisation qui sera fait par tranche et qui est composé, dont les montants sont, c'est la grille générale PN qui est pour tous les PN identiques.
et qui est en général aussi un peu négociable en fonction de l'apport que vous allez avoir comme acteur, puisque finalement, il y a tout le partenariat qui va avoir un suivi du projet, mais il y aura des acteurs particulièrement mobilisés sur la réalisation des études. Donc, les acteurs qui seront mobilisés sur la réalisation des études seront bien sûr subventionnés dans le cadre du projet, et leur cotisation sera juste établie sur la base voilà, de cette grille, mais bon, on aura aussi une discussion en fonction de votre apport, sachant que le budget global du projet, il est constitué d'une part des appels à cotisation, ensuite de vos apports en nature. Par exemple, je pense si vous arrivez avec un ouvrage qui va être un ouvrage démonstrateur, évidemment, vous allez aussi emmener tout un tas d'études qu'il faudra un peu chiffrer, mais qui est un apport en nature au projet. Et c'est important pour le projet de fonctionner aussi avec ces apports en nature. S'ajoute également la subvention du ministère. Donc, sur ce sujet, on aura une subvention du ministère de la Transition écologique, dont on va panacher par rapport au programme définitif les actions pour faire ces demandes. Et puis, on peut avoir aussi quelques projets complémentaires qui viennent abonder. Et vous en avez parlé un petit peu dans la présentation. Il y a un ANR, un menhir, qui a été déposé, qui a passé sa phase 1. Et donc, on espère fortement qu'il arrivera à être mobilisé en phase 2. J'ajoute que le taux de réussite des projets ANR qui sont déposés en partenariat d'un PN est quand même nettement supérieur au taux de réussite usuel des ANR standards. On a quasiment tous nos PN qui sont accompagnés d'un ou deux ANR. Voilà. Donc, au final, comment ça marche? Au final, les cotisations et les diverses subventions, parce que les collectivités préfèrent payer des subventions à des cotisations, les entreprises préfèrent payer des cotisations annuelles, certaines collectivités veulent bien payer des cotisations, mais pas pluriannuelles, mais elles préfèrent le faire en une fois. Donc, on a fait évoluer notre charte pour que par rapport à la spécificité de ce projet, notamment, qui doit mobiliser beaucoup de collectivités, on puisse ouvrir largement le partenariat et permettre à tous d'adhérer et donc de voir les avancées de ce projet au fur et à mesure, sans qu'il y ait de contraintes vis-à-vis ni des montants, ni des moyens de financer ces subventions et ces cotisations. S'ajoute bien sûr la subvention spécifique du ministère de la Transition écologique qui viendra abonder ce qu'on appelle la part PN. La part PN, vous pouvez le voir un peu comme la trésorerie ou le porte-monnaie du projet. Cette part PN, donc de trésorerie, elle est redistribuée aux partenaires qui participent au programme de recherche. Tout partenaire, que ce soit des chercheurs ou des entreprises qui souhaiteraient investir du temps pour tester leur benchmark, par exemple, participer au benchmarking sur un ouvrage, ou pour tout autre partenaire de collectivité qui, dans le cadre d'une étude spécifique sur un ouvrage d'art, par exemple, voudrait participer. Donc, dans ce cas-là, on a une subvention. Et comme toute subvention d'un projet de recherche, elle est à un taux qui est entre 30 et 40%, avec une petite variation en fonction de si on est une entreprise privée, bien sûr, ou un établissement public, puisque dans le cadre des établissements publics, ils ont quand même besoin d'être financés avec un fort taux de subvention pour pouvoir émarger dans les projets. Et par contre, pour les entreprises privées, vous allez pouvoir bénéficier du fait de la labellisation au crédit impôt recherche, ce qui va vous permettre finalement d'avoir un autre guichet d'aide que celui du PN. Et donc, en général, vos subventions sont majorées à 30%. Alors, si vous avez des questions sur le fonctionnement pragmatique et pas bien marrant financier du projet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Évidemment, pour toutes les questions techniques, je vous renverrai sur Anne-Sophie, Gérard Piossange ou Denis Garnier. Alors évidemment, pendant que je présente, je n'ai pas vu vos questions. Merci Claude pour la présentation. Donc je n'ai pas vu de questions encore sur... C'est fantastique, tout est très clair alors. C'était extrêmement clair, je pense. Alors, quel est le budget prévisionnel annuel? Et le délai aussi, il y a une question sur le délai. Alors, les budgets, il y a deux types de budgets. Il y a le budget véritable du projet, celui-là, donc, qui est forcément composé, pour une petite part des
de la trésorerie dont je vous parlais, et pour une grosse part des apports en nature. Donc ça, c'est avec les partenaires qu'il devra être finalisé complètement. Et je vais donner un exemple, si un ingénieur travaille un tiers de son temps sur le projet national parce que ça fait partie de ses missions et que dans son entreprise, on considère comme majeur de travailler sur ce projet, il sera subventionné, mais évidemment, son temps, tous les travaux qui vont être passés vont être de l'apport en nature de l'entreprise, qui éventuellement pourra émarger au crédit impôt recherche. Donc, dans ce cas-là, le budget du projet, c'est le budget complet qui considère tout ce temps passé et voilà, donc, dont une subvention reversée aux partenaires. Donc, tout ça, c'est à forcément établir avec les partenaires qui vont effectivement travailler dans le projet et pas seulement avec une estimation comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que avec le partenariat qui s'est déclaré sur la base donc des cotisations qui seraient récupérées sur le projet, on a finalement une petite idée du porte-monnaie trésorerie du PN qui pourra faire l'objet de la subvention. Donc ça, on sait à peu près où on en est. Dans un PN standard, on a une capacité de subvention d'environ 150 à 180 kg € par an. C'est à peu près de la moyenne basse. Voilà. On arrive jusqu'à 300 kg € par an sur les plus gros projets en subvention. On a des questions sur les cotisations. Sont-elles éligibles au crédit d'impôt recherche? Alors, je ne suis pas comptable. Et alors, j'ai souvent la question et quand j'en parle à mes partenaires, ils ont tous des réponses différentes. Alors, j'ai envie de dire, toutes les entreprises qui émargent au crédit impôt recherche aujourd'hui ont un cabinet d'accompagnement pour leur dossier. Eh bien, c'est à eux qu'il faut poser la question parce que là, je ne m'engagerai pas sur ce terrain. Je ne sais pas. Et il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas et je ne vais pas prendre la responsabilité pour vous de vous dire oui, c'est éligible. Je ne sais pas, honnêtement. Alors, il y a une question sur l'ordre de grandeur, bien sûr, d'une collectivité sur quel est le budget prévisionnel annuel. Donc, il y a une charte. Oui, alors j'ai mis le tableau. Tu peux repasser le tableau si tu veux, James. Voilà. Ce tableau un peu figé. Les collectivités, le montant est assez faible. Je crois que ça émarge. C'est comme les laboratoires de recherche, ce sont des catégories qui payent assez peu de cotisations. On a fait pour l'instant une dépendance de… attends, sinon je vais le projeter si tu ne le retrouves pas. C'est de l'ordre, pour info, pour une collectivité moyenne, c'est de l'ordre entre 3 000 et 6 000 euros. C'est fonction du budget investissement, on va dire. Voilà. Après, c'est réellement négociable. C'est vraiment au cas par cas. Certaines collectivités souhaitaient nous le verser sous forme de subvention pour être partenaire. On est vraiment en train de faire évoluer notre charte qui était assez rigide pour que toutes les possibilités et les types d'établissements publics puissent être partenaires le plus simplement possible. Voilà. Peut-être qu'on peut lancer, on avait un petit sondage de finale, on peut lancer, puis en parallèle, peut-être prendre une question supplémentaire, James, si ça te convient. Ok. J'ai vu une question sur comment les entreprises de construction peuvent contribuer concrètement au projet. Oui. Si quelqu'un veut. Je pense qu'au stade où vous en êtes, il faut que par rapport au programme de recherche qui a été présenté, c'est vrai qu'il va falloir que vous communiquiez un peu plus sur le détail du programme de recherche. Et je pense qu'au stade où on en est, c'est aussi aux entreprises qui ont des idées, des besoins, de vous les faire remonter pour que ça puisse s'intégrer dans votre programme actuel. J'ai aussi une liste des acteurs partenaires du PN sera-t-elle diffusée? Alors oui, dès que le PN est monté, et on va le faire là, on va créer le site assez rapidement, dès que le partenariat est ouvert, donc le partenariat en fait en clair c'est signer la charte, accepter la charte, nous fournir le logo, on a une assistante chargée de mission et chargée de com qui fait ça très bien, elle met immédiatement le logo sur le site et évidemment tous les partenaires du projet sont bien identifiés comme partenaires du projet. C'est extrêmement important. À l'inverse, comme
je dirais, suivant la règle, si les partenaires utilisent les données du projet et communiquent à l'extérieur, on va leur demander, comme fait l'ANR ou comme fait n'importe quel financeur, de bien mentionner que ce travail a été fait dans le cadre du projet national, surtout dans la partie du son déroulement. Et aujourd'hui, on en est au montage. Donc oui, toutes les possibilités y sont. Peut-être que Anne-Sophie, tu pourras, en fonction du sondage, renvoyer sur des responsables d'axes aussi qui participent aujourd'hui à la construction des 4 axes. La dernière question relevait de l'axe 3. Donc, Tout à fait. Donc du coup, vous avez le deuxième sondage, effectivement, pour un peu avoir votre sentiment à l'issue de ce premier webinaire, sachant que le second sera donc, comme l'a expliqué Denis, plus consacré aux 2 axes transversaux, celui-ci étant plus consacré aux 5 axes de recherche. Donc, on aurait plus de détails, sachant que si vous ne pouvez pas participer, les 2 webinaires seront disponibles en ligne pour pouvoir revoir. C'est moins interactif, on ne peut pas poser les questions, mais au moins vous avez les informations. On est bien sûr toujours disponible pour répondre à vos questions. Et donc, pendant que le sondage finit de se remplir, je vous propose de balayer les prochaines échéances. Donc, jeudi 18 mars à 16 h, le second webinaire donc consacré aux résultats attendus et à la proposition d'ouvrages démonstrateurs, de cas d'études, d'ouvrages de référence du projet. Donc on attend toujours donc d'une part effectivement vos propositions d'ouvrages démonstrateurs pour les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires ou les assistants à maîtrise d'ouvrage, enfin toutes les personnes qui sont en contact avec des maîtres d'ouvrage ou des gestionnaires d'ouvrage là-dessus. On attend pour les laboratoires de recherche, R&D, centres techniques, recherche universitaire, école d'ingénieurs, vos propositions de participation au programme de recherche. Le cadre est donné. En revanche, c'est vous qui alimentez ensuite en action de recherche concrètement le programme. Donc on attend votre proposition de participation, de s'emparer des actions qu'on a proposées. Ensuite, finalement, on poursuit en parallèle, là plus avec l'IREX et Indura, la constitution du consortium, la signature de la charte qui est finalement le document qui vous liera au projet, qui marquera votre adhésion au projet. Tout ça, tous ces jalons-là qui se poursuivront un petit peu après également, jusqu'à l'assemblée constitutive du projet qui est en cours. On essaie de fixer la date. On essaye de fixer la date idéalement avec peut-être un peu de présentiel. Tout dépend de l'évolution du contexte sanitaire, bien évidemment. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, l'assemblée constitutive aura lieu en juin, en présentiel ou en distanciel, ça l'avenir nous le dira, et s'y marquera le début du projet, le lancement réel du projet, le lancement des actions. Donc la participation est toujours ouverte, qu'elle soit juste une adhésion ou un engagement plus massif dans la proposition d'ouvrage de référence ou dans la proposition de participation au programme de recherche. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, j'ai quelques adresses. Donc, Claude Rospard et James Gilbert pour la partie administrative ou moi-même pour la partie on va dire plus technique, qui j'associe bien évidemment toutes les personnes qui ont participé au comité de montage du projet, ainsi que toutes les personnes qui ont participé également à la relecture. Si vous nous rejoignez maintenant, surtout n'hésitez pas, vous êtes bien sûr les bienvenus.